Alors bon, voilà, nous voilà en 1945-1951, c'est la période de la Régence. C'est une période de Régence, pourquoi? Parce que Léopold III est parti vers l'Allemagne, contraint et forcé en juin 1944, juste après le débarquement de Normandie. C'est donc une période de régence, mais on fait tout pour qu'il ne revienne pas. Pour moi, c'est un résultat, et c'est assez clair, d'une pression des Américains et des Britanniques qui ne veulent pas d'un monarque qui a refusé de payer les intérêts de la dette. Alors là, on voit un petit peu la période de la Régence sous un angle manichéen. Il y aurait eu à cette époque-là une gauche qui n'était déterminée que par un seul facteur, le refus de la monarchie, une gauche anti-léopoldiste. Et par ailleurs, on aurait eu une droite qui aurait été monarchiste, qui voulait conserver la monarchie et voulait faire revenir Léopold III. C'est plus subtil que ça, parce que c'est l'époque où on met en place ce que un vénérable professeur de Gand, Rick Colzat, professeur de relations internationales à Gand à l'heure actuelle, qui sort depuis la fin des années 80 un ensemble d'ouvrages historiques sur l'histoire de la diplomatie belge depuis 1914 à peu près. Eh bien, il dit il se constitue ce que l'on a appelé le Spakistan. Donc Spaak, qui revient de Londres, qui est ministre des Affaires étrangères, prépare bien entendu la création de l'OTAN. Il prépare une espèce de communauté de défense atlantique sous la supervision des États-Unis et surtout de la Grande-Bretagne. Et on appelle ça, ironiquement, tant à gauche qu'à droite, tant les communistes par exemple, que les éléments les plus royalistes du Parti catholique, on appelle ça le Spakistan. Donc l'OTAN, c'est le Spakistan à l'époque, dans le langage polémique. C'est ça qui est amusant. Donc, il y a eu des manifestations communes d'ultra-royalistes et de communistes à Saint-Gilles contre la venue de Churchill et contre le Spakistan. Ça, c'est par exemple un élément de la vie politique bruxelloise qu'il serait intéressant de réétudier aujourd'hui, puisqu'on avait les partisans de la souveraineté nationale dans la personne du monarque, qui s'opposait à cette dissolution complète et définitive de la souveraineté nationale dans un machin qui allait devenir l'OTAN et qu'on appelait le Spakistan. Et par ailleurs, il y avait une gauche plutôt communiste qui voulait conserver une certaine souveraineté nationale, un certain lien avec l'Union soviétique, etc. Donc à un certain moment, ces gens ont manifesté ensemble dans les rues de Bruxelles. Ce qui, pour des gens qui s'intéressent par exemple à égalité et réconciliation, c'est un thème des plus intéressants, bien entendu. Alors, de 1951, à partir du moment où Léopold III revient, mais cède le trône à son fils, bon, c'est un amenuisement définitif à partir de ce moment-là de la souveraineté nationale, puisque ce qu'on oublie très souvent de mentionner, c'est que théoriquement, en temps de guerre, le roi est chef de l'armée. En 1914, Albert a attendu septembre 1918, comme le montre très bien le professeur Marie-Rose Tielemans à l'ULB. Il attend septembre 1918 pour placer l'armée belge sous un commandement commun, français. Sinon, on aurait envoyé l'armée belge au massacre, comme à la Somme, au chemin des Dames ou à Verdun. Non, il a conservé, il a épargné le sang de ses soldats. Pourquoi? Parce qu'il était souverain. Il ne faut pas oublier que la Belgique restait neutre pendant le premier conflit mondial. Elle gardait son statut de neutralité. Elle était tout simplement belligérante puisque un État avait rompu le traité de 1839 garantissant la neutralité de la Belgique. Bien, ce genre de volonté et de souveraineté n'est actuellement plus possible. Il est évident que Léopold III, qui était entêté, voulait conserver ses prérogatives royales
qui s'était traduite à partir de 1936 par la création d'une armée populaire. Et il faut savoir qu'en 1940, il y a 650 000 hommes théoriquement sous les armes, on ne peut pas garder un tel effectif, mais c'est une armée populaire qui existe. Et ce n'était peut-être déjà plus possible de mobiliser autant d'hommes sur un territoire qui est très difficile à défendre à l'époque de l'aviation ou du charroi motorisé. Donc en 1914, déjà, les Allemands ne dépassent pas la Marne. Pourquoi? Parce que la logistique est hypomobile. C'est la même chose que Charles Quint, il ne dépasse pas, Charles Quint ou Philippe II, ne dépasse pas Saint-Quentin au XVIe siècle, parce que le charroi hypomobile ne suit pas. À partir du moment où le charroi n'est plus hypomobile, eh bien, on peut, par une simple poussée à partir du Palatinat ou de la Rhénanie, on peut se retrouver très facilement à Paris, ou le contraire. Après une bataille décisive en Normandie, à Caen, eh ben on se retrouve très facilement à Cologne quelques mois après. Donc là, c'est le territoire européen actuellement, vu les techniques et vu la vitesse des éléments motorisés, eh bien, la Bavière se défend en Normandie et Paris se défend sur la frontière polonaise ou sur la Vistule. Donc là, il n'y a plus, ces frontières n'ont plus de sens. Mais donc, il n'y a plus de souveraineté nationale possible. Donc, va arriver cette absence de souveraineté nationale. Donc, on ne va plus s'appesantir sur la nature du politique. On ne va plus réfléchir au politique où l'entendaient Carl Schmitt et Julien Freund, sur l'essence du politique. Qu'est-ce que le politique? C'est ma souveraineté, c'est le droit de dire ce que je veux, de pactiser avec qui je veux ou de me déclarer l'ennemi de qui menace mon intégrité nationale ou mon intégrité physique. Donc on va sombrer, puisqu'il n'y a plus d'éthique non plus. Il n'y a plus d'éthique ni à gauche ni à droite. Il n'y a plus cet élément, cette volonté d'avoir une éthique. Eh bien, on va sombrer dans le matérialisme et dans le progressisme techniciste qui va culminer avec l'exposition de 1958. Certes, l'exposition de 1958, je ne suis pas hostile à l'atomium, ou je ne suis pas hostile à la flèche du génie. Ceci dit, la flèche du génie, qui était une petite merveille d'architecture, ben, on ne pouvait plus l'entretenir, donc on l'a fait sauter. J'en ai été très peiné quand j'étais enfant, parce que j'adorais aller là-bas. Pour vous, c'est quelque chose de totalement inconnu. Vous ne vous amenez pas à la flèche du génie, qui était une espèce d'énorme pointe en béton, qui ne tenait que par un équilibre très savant, où il avait fallu faire des calculs. C'était une réalisation architecturale extraordinaire. Je n'ai pas d'a priori contre cela, mais c'est une mentalité. C'est la mentalité consumériste qui va recouvrir l'ensemble de l'Europe et du monde occidental à partir de ces années-là. La Belgique, évidemment, ne s'y soustrait pas. Elle est même un très bon élève dans cette déchéance. De 1960 à 1970, eh bien, c'est l'euphorie générale. Il n'y a pas de politique. Les communistes continuent à vivoter vaille que vaille, mais sont divisés, et ça je m'en rappelle très bien parce qu'on passait devant pour aller chez mes grands-parents. Il y avait les mousquetaires et les pékinois. Donc il y avait un schisme au sein du monde communiste. Il y avait déjà, parce que les relations sino-soviétiques n'étaient plus parfaites en 1968-69, il y a une guerre entre l'URSS et la Chine qui n'est pas déclarée, mais il y a des milliers de morts le long du fleuve Amour en Mandchourie. Et c'est l'euphorie. Il reste évidemment ni à droite ni à gauche le Jean Thiriard, que j'ai bien connu, qui crée Jeune Europe. Au début, ben, c'est un mouvement de droite, comme beaucoup de mouvements de droite, un peu revendicateur, poujadiste, etc. Mais Thiriard va vouloir créer une physique politique. Bon, il n'est pas un intellectuel, dans le sens où il n'a pas de formation universitaire, mais il va conseiller les bons livres, que l'on soit de droite ou de gauche, on peut encore les lire aujourd'hui.
Il va demander de lire Pareto, Machiavel, Tchakotin, Julien Freund, Carl Schmitt, tous les grands fondamentaux de la pensée politique. Il va demander dans son petit journal de les lire, et je crois que ça n'a pas pris une ride. Donc encore aujourd'hui, je crois que si on veut créer une véritable alternative aux lacunes de notre époque, ce sont ces livres-là, plus ceux qui ont été écrits dans ce sillage depuis les années 60, qui méritent d'être lus. Bon, Jean Thiriard a été très désillusionné, parce que, évidemment, il n'y a pas grand monde qui l'ont suivi, qui ont suivi ses conseils, et je me souviens qu'il m'a dit très laconiquement, je ne veux plus voir tous ces tocards. Bon, donc voilà, il s'agit de suivre un peu cette injonction. Donc en 1970-1980, ces années-là sont marquées essentiellement par la crise pétrolière qui frappe toute l'Europe occidentale, parce que, et ça c'est quelque chose d'entièrement nouveau, qu'on ne conçoit plus maintenant et qui nous ramène à pieds joints dans l'actualité. Que se passe-t-il en 1973 ? Les pays producteurs de pétrole, essentiellement l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont aujourd'hui des ennemis mortels et qui ne suivent même plus Obama quand il demande à ces deux alliés, à cet allié des États-Unis de modérer, de modérer ses injonctions, ses appels à la guerre en Syrie ou ailleurs. L'Arabie Saoudite et l'Iran se mettent d'accord pour fixer le prix du pétrole. Il y a donc une crise pétrolière, mais il n'y a pas de guerre entre chiites et sunnites à cette époque-là. Donc il va falloir, à partir de 1973, éliminer l'un des deux. Ce sera le Shah d'Iran. Bien, ça c'est une crise qui va se créer et dont on voit les retombées aujourd'hui, mais dont on ne nous raconte plus la généalogie. C'est ça le grand drame de la conscience politique que nous appelons de nos voeux, tant à gauche qu'à droite, c'est qu'on ne voit plus la généalogie des phénomènes qui mettent le Moyen-Orient à feu et à sang aujourd'hui et qui ont des retombées sur l'ensemble du jeu, sur la totalité du jeu des alliances dans le monde. Donc de 75 à 80, que voit-on se passer sur la petite scène qu'on qualifiera d'extrémiste, mais c'était uniquement là qu'on s'amusait à penser la politique internationale, évidemment. Donc de 1975 à 1980, qui sont les années de mes études, qui sont les années où j'arrive à l'université, où je participe avec l'un ou l'autre à des débats, bien qu'il y en avait bien trop peu à mon goût à l'époque, c'est la crise de la gauche. Donc j'ai vécu de très près la crise de la gauche. Il n'y a pas encore une droite musclée, digne de ce nom dans ces années-là. Donc nous voyons la crise de la gauche. Et la crise de la gauche, elle a lieu pourquoi ? Eh bien, parce qu'en 1972, que se passe-t-il ? Un coup de théâtre extraordinaire, et on l'oublie. Et on l'oublie. C'est que Kissinger va voir Mao Tse-tung et qu'il y a la paix entre la Chine et les États-Unis qui deviennent des alliés contre l'URSS. Alors que la guerre du Vietnam n'est pas terminée et que les États-Unis luttent contre le Nord-Vietnam. Alors que va-t-il se passer par la suite ? Les Soviétiques vont continuer à soutenir le Nord-Vietnam, qui va battre les Chinois sur la frontière sino-vietnamienne, et alors les États-Unis et la Chine vont soutenir, et on l'oublie, Pol Pot au Cambodge, pour attaquer dans le dos les Nord-Vietnamiens qui vont gagner la bataille avec tout le matériel qu'ils ont gagné au cours de leurs opérations. Donc voilà un petit peu la situation géopolitique en Asie orientale à cette époque-là, en Extrême-Orient. Mais c'est la crise de la gauche, parce qu'on les a vus se disputer et s'écharper entre partisans de Moscou et d'Hanoï, entre partisans de Pol Pot, entre partisans de la Chine, etc., alors que cette donne géopolitique n'existait plus. Il n'y avait plus un bloc communiste de gauche homogène, et il y avait un bloc occidental qui demeurait homogène, et malgré tout les États-Unis de Kissinger
dirigeait les opérations, dirigeait l'ensemble du jeu. C'est à partir de ce moment-là qu'un personnage comme Brzezinski, qui va organiser toute l'effervescence en Asie centrale, le long de la route de la soie, va tenter de disloquer l'Empire soviétique. Donc le paysage idéologique entre les années 70 et 80 est marqué par là, et ce sont les années où nous commençons à réfléchir autour d'une table. Nous n'étions pas beaucoup plus nombreux que nous ne le sommes aujourd'hui, et tout ça c'était les sujets à l'ordre du jour. Et en même temps, on discutait évidemment de tous les groupuscules de gauche qui existaient à ce moment-là sur la place de Bruxelles. Il y avait encore les pro-albanais, et puis on lisait toute cette presse et on tentait de déceler une vision géopolitique. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, oui, l'Asie est mise complètement en effervescence par les États-Unis et par la stratégie Brzezinski qu'on ne connaissait pas encore très bien. Brzezinski était encore très discret à l'époque, il n'apparaissait pas sous les feux de la rampe. Il y a d'ailleurs qu'un premier livre sur Brzezinski qui vient de sortir il y a quelques mois et que j'ai trouvé à la librairie anglaise ici. C'est le premier livre quasiment qui regroupe des études faites par tous ses collaborateurs et par tous ceux qui ont observé ces démarches au fil des décennies. Bien, donc 1980-1990, on reste dans la logique de la guerre froide en Belgique et on ne pense pas plus loin. Il n'y a que quelques groupuscules extrémistes ou dits extrémistes, parce que c'est ridicule, on les dit extrémistes parce qu'on ne les comprend pas, qui vont penser et vont se mettre à penser la géopolitique planétaire de manière plus subtile. Donc, quand je fais mon service militaire en 1983, je suis considéré comme un subversif, tout simplement. Pourquoi ? Parce que en 1982, que se passe-t-il en Belgique ? C'est la querelle des missiles. Les Américains veulent installer des missiles en Allemagne fédérale et les Soviétiques installent des missiles en RDA. Donc, à la moindre étincelle, bien, il n'y a plus de continent européen. Les pays du Benelux, la Tchécoslovaquie, la Pologne, les deux Allemagnes, l'Autriche sont réduites en cendres et sont vitrifiées, comme on disait à l'époque. Ça provoque quand même un sursaut populaire. Et là, avec des amis allemands que je vois encore de temps en temps, qui fondent une revue qui s'appelait Wir Selbst. Le terme Wir Selbst, c'était nous-mêmes, et c'est calqué sur le modèle irlandais de Sinn Féin, qui signifie également nous-mêmes. Donc, ce journal va être une espèce de plateforme qui sera reconnue comme telle aussi par la gauche française dans plusieurs articles de qualité scientifique. Donc, on va à ce moment-là opter pour un neutralisme. J'ai donc été considéré par un officier qui m'a interrogé en disant « Ben oui, vous dites que vous voulez faire ceci ou cela, vous voulez être traducteur à l'armée, mais monsieur, il faut pouvoir déposer son porte-plume, sauter sur sa mitraillette s'il y a une attaque de parachutistes soviétiques sur Bruxelles. » Je dis « Mon commandant, c'est impossible, puisqu'il y a des fils de tram, les parachutistes se prendraient dans les fils de tram. » Alors il m'a regardé de travers, alors l'atmosphère était glauque, ces locaux au Petit Château, puisque c'était au Petit Château à l'époque, étaient sinistres, les murs pisseux, et pendant tout son discours, il y avait un robinet qui fuyait, avec un tuyau qui pendait, ça faisait plic, 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 et ça ponctuait ce discours de quelqu'un qui par ordre, parce qu'il avait reçu des ordres, était incapable de penser une géopolitique qui était en train de se transformer. Donc le mouvement pacifiste va précipiter d'une certaine manière la perestroïka de Gorbatchev, qui est elle aussi dictée par les événements de Syrie à l'époque. Donc il y a une bataille aérienne entre Tsahal et l'armée syrienne du père Hafez el-Assad, qui vient d'écraser une rébellion comme celle qui sévit toujours en Syrie et qui était portée par les frères musulmans. Donc le père vient de vaincre au bout d'1 an et demi les frères musulmans, il reste en selle, il est attaqué par l'aviation israélienne, qui n'a pas pour but de détruire la Syrie, mais de tester les nouveaux F-16, c'est-à-dire pas les F-16 que nous possédons, nous,
comme pauvres petits États vassaux des États-Unis, ne sont pas des F-16 complets, avec l'avionique complète. Seul Israël et les États-Unis possèdent sur leur F-16 l'avionique complète. Donc, l'armée de l'air syrienne est à ce moment-là détruite par Tsahal, ce qui force les soviétiques à dire qu'ils sont battus sur le plan de l'électronique et de l'avionique. Et c'est ça qui, à mon avis, va déclencher la perestroïka, et ça nous amène à 1989, où toutes les cartes sont brouillées. Et on n'a pas trouvé, sauf les États-Unis, puisqu'ils ont des think tanks, comme ils disent, ils ont des boîtes à pensée, dirigées par Zbigniew Brzezinski, qui vont fixer une politique permanente. Ici, dans les médias, dans les universités, dans les systèmes d'enseignement, toutes nos cartes sont brouillées. Elles sont entièrement brouillées. Normalement, avec la chute du mur de Berlin, il est évident qu'il aurait fallu dissoudre le Pakistan. Il aurait fallu dissoudre l'OTAN et créer, bien entendu, une force de défense européenne, comme on l'avait préconisé d'ailleurs dans les années 80. Je vous donnerai les références. Nous avions beaucoup pensé avec ça, pas seulement avec Siegfried Bublis, le directeur de Wirzelbst, mais aussi avec un général ouest-allemand qui s'appelait le général Leuser. Et aussi en France, il y avait les gaullistes de gauche, dont un amiral, général de l'aviation, etc., qui réfléchissaient à la sanctuarisation de l'Europe par les moyens classiques à la mode helvétique, c'est-à-dire une armée de citoyens. Une armée de citoyens qui pouvait réconcilier, bien entendu, les positions de droite et de gauche. Donc, ici, c'est le brouillard total, on le sait très bien. On ne voit pas un journal qui donne le ton comme le soir proposer une politique rationnelle dans le sens de la souveraineté nationale ou dans le sens du dépassement de ce figement qu'est le Pakistan qui est toujours en place. Donc, les Américains auront beau jeu, justement, de réanimer le grand jeu en Asie centrale, dans les Balkans et au Moyen-Orient, parce qu'il n'y a pas eu d'alternative dans la pensée politique et géopolitique dans notre pays, due précisément à cette disparition de l'éthique et à cette disparition de toute notion de souveraineté nationale après l'éviction de Léopold III. Alors, bon, on ne peut pas parler pendant un certain temps de la Belgique sans évoquer la fameuse question linguistique. Bon, la question linguistique est évidemment un fruit de la démocratie. Si on élargit le sens électoral, ben, il faut parler la langue des électeurs. Avant, bon, c'était pas très nécessaire, on aurait pu parler en latin. Bon, il faut savoir quand même qu'on n'a pas une identité linguistique très claire. Quand j'apprends que jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, alors que nous sommes autrichiens, la langue officielle des actes notariés est encore l'espagnol à Anvers, par exemple. Hein, donc, ceux qui font l'histoire, ben, ils doivent décrypter des textes en une espèce d'espagnol latinisé et francisé, et peut-être un petit peu germanisé sur les bords, qui était la langue officielle, du moins des actes, du moins du notariat à Anvers. Donc, je crois que la question linguistique aujourd'hui souffre dans l'impasse qu'elle constitue, puisqu'elle constitue un impasse. Quand nous irons aux élections au mois de mai 2014, eh bien, on peut s'attendre encore à une très longue période sans gouvernement, comme entre 2007 et 2010. Donc, je crois que la disparition du latin, et ça c'est vous le verrez souvent quand je donne une interview, je déplore évidemment la disparition de l'enseignement du latin et du grec. Ben, la disparition du latin fait que le français n'est plus connu comme il était connu en Flandre avant. Il a été abandonné, le latin est abandonné, le français suit au profit d'un mauvais anglais. Hein. Donc le professeur Ernst de la KUL, le grand indianiste, m'avait envoyé un article que j'ai traduit en disant, ben voilà, maintenant ils font 8 heures, pendant 8 ans, ils font 4 heures de français par semaine, et quand ils vont à Paris, ils commandent un sandwich dans un mauvais anglais. Donc ça, c'est le résultat d'une politique, dit-il, où on ne force plus le regard de l'élève sur l'écriture,
sur les flexions, sur les déclinaisons, etc. Et on obtient une humanité totalement déboussolée, incapable de se fixer sur un texte. Donc le néerlandais, l'allemand et l'anglais, ben, il faut le déplorer, et là parfois certains flamingants ont raison, en Wallonie, ces langues ne sont pas assez connues, ce qui malheureusement pour les jeunes wallons ne les met pas au diapason de leur environnement, l'environnement mondial qui est dominé par l'anglais, mais enfin c'est vrai, l'anglais est une langue composite, composite de latin, de français, de danois, de norvégien et de bas-saxon continental. Donc c'est une langue qui est déjà une espèce de koiné de la mer du Nord, donc elle est devenue la langue mondiale, bon, mais elle ne met pas la Wallonie au diapason de son premier partenaire commercial, qui est évidemment l'Allemagne. Donc la francophonie, bon, c'est très bien, je suis un défenseur du français correct, je suis un lecteur d'énormément de livres en français, autant qu'en allemand ou en anglais, forcément, puisque je suis traducteur-interprète, mais une francophonie toute seule, dans une région, dans des régions comme la nôtre, notre région qui est une région en Europe qui est un carrefour, la francophonie seule est un enfermement. Ça, il faudrait y songer, tout comme une Flandre qui resterait uniquement aux Néerlandais serait aussi enfermée dans un carcan beaucoup trop étroit. Donc nous arrivons aussi par toutes les vagues successives, par les eurocrates, par l'immigration, nous arrivons surtout à Bruxelles, dans la capitale, à la babélisation. Donc c'est une tour de Babel, ça peut être très sympathique, personnellement, bon, comme j'ai beaucoup lu, comme j'ai voyagé, etc., moi, ça ne me dérange pas de rencontrer un maximum d'étrangers, ça me fait plaisir. Mais pour des gens qui sont moins curieux ou qui n'ont pas eu la chance dans l'existence de pouvoir voyager comme je l'ai fait, ou par ceux qui viennent de débarquer et qui ont des difficultés à s'adapter d'abord à la culture locale, ensuite à quelle culture vont-ils s'adapter, celle des médias ou celle de leur culture traditionnelle, de la culture de leurs ancêtres, de ce bon sens paysan dont on parlait tout à l'heure. Le mythe de la Bible, je ne suis peut-être pas un bibliste au sens des télé-évangélistes américains, mais enfin, quand même, lire la petite colonne sur la tour de Babel, où on dit à la fin, ils parlaient tous les langues, ne se comprenaient plus, et puis ils sont tous partis, et ils ont abandonné le chantier. Donc ça, c'est exactement ce qui risque de se passer, le fameux mythe de l'intégration de tous sur un même endroit. D'ailleurs, rien que hier, le discours de Reinders, on voit qu'il camoufle une réalité qu'il ne pourra pas résoudre. La réalité de la babélisation de Bruxelles est impossible à résoudre. Mais nous sommes évidemment ouverts à toutes les suggestions, alors que la majorité reste quand même très conventionnelle et s'inquiète de voir cette babélisation, et ceux qui appartiennent à des communautés immigrées sont également inquiets parce qu'ils ne voient pas par quelle interface ils vont pouvoir se connecter à une réalité aussi complexe qu'est la nôtre, parce qu'elle est justement la réalité d'un carrefour branché sur 4 grandes cultures européennes, la française, l'allemande, la néerlandaise et l'anglaise. Donc c'est une difficulté, tout le monde accumule les difficultés dans une société comme la nôtre, et il est très difficile de proposer une normalité qui ne soit pas une normalité évidemment totalitaire ou une normalité qui serait formatée, et par là je dis évidemment, je ne songe pas à des régimes qui sont morts et enterrés, mais je songe rien qu'à la normalisation que veulent nous imposer la correction politique, les médias, le discours dominant,
ce n'est pas une solution. Bon, moi, je vois une révolution, j'aime le dire avec humour, je souhaite pour ce pays une révolution qui débouche sur une convivialité bruegélienne. Je ne dis pas ça pour rigoler, c'est-à-dire l'attraction la plus prisée de l'Expo de 1958, ce n'était pas l'Atomium, c'était la Belgique joyeuse, qui se trouvait à côté, un village bruegélien du XVIe siècle en carton-pâte qui a péri sous les coups incessants des précipitations du climat, mais doublé évidemment de ce culte de la Renaissance que l'on repère, comme le dit très exactement cet ouvrage La communauté française sur le français en Belgique, cette volonté toujours de revenir à la Renaissance depuis les Carolingiens, depuis la bibliothèque de Bourgogne de Philippe II, depuis les chambres de rhétorique et depuis le message gréco-latin du cardinal Mercier. Il y a toujours un fond dans la culture classique européenne, il y a toujours un fond qui est frais et joyeux. Et c'est celui-là qui doit être considéré comme notre identité profonde et aussi comme une contre-culture qui va s'opposer à toutes les fabrications médiatiques qui n'ont rien à voir avec notre histoire, qui n'ont absolument aucune substance, qui n'ont absolument aucune profondeur temporelle. Donc ici, c'est une contre-culture, une culture qui s'oppose à la culture des médias, qui se veut une contre-culture, mais qui n'est finalement que du vent, et en même temps, elle est révolutionnaire. Se réclamer de cette identité renaissanciste, de ce fond toujours frais et joyeux, c'est révolutionnaire. Ce réservoir classique est révolutionnaire parce que c'est lui qui nous permettra, comme je le disais dans un article sur l'ironie, d'allumer, comme le demandait Michel Foucault, les contre-feux de la grande rétivité. Et je vous invite à participer avec un ancrage classique, avec une idée identitaire qui est tout à fait défendable, la grande rétivité, donc le grand refus que nous opposons à la culture dominante aujourd'hui. Voilà, merci.